Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche. Deux principaux sujets aujourd'hui, la série de rencontres entre le triumvirat et les personnalités clés du pays. Cette semaine, c'est l'ancien président Amadou Toumani Touré qui a reçu la visite de Baba Akib Aïdara, Ousmane Issoufou Maïga et Aminata Draman Traoré. C'était à Dakar. Également, on va parler de cette interview du président du Niger dans Jeune Afrique. Le président Issoufou, préoccupé par la situation de Kidal. Des questions qui seront abordées par nos invités. Adam Cham, éditorialiste. Makan Kone, de Nouvelle Libération. Maître Chekmar Konaré, avocat. Et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Avant de débattre de ces sujets, des sorties de journaux cette semaine. D'abord, Afrique émergente qui croit savoir que Boubou tient le bon bout. On va voir la une de ce mensuel du grand frère Djaroukou Sango. Après 100 jours de gouvernance, Boubou tient le bon bout, à lire dans Afrique émergente de ce mois. Autre sortie également confidentielle, Mali, de Serge Daniel, qui croit savoir également qu'il y a eu une rencontre sans témoin entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition. Justement, ce numéro de confidentiel Mali, puisqu'on a la chance de vous avoir sur le plateau. Si vous pouvez nous en parler un tout petit peu. Oui, très rapidement, dans ce numéro qui est vraiment confidentiel puisque Macron n'a pas l'information, le président a reçu également à nouveau Soumaïla Cissé. Ça a été une discussion sans témoin, donc nous savons à peu près ce qui s'est dit. Le Premier ministre va se rendre à Kidal, il va se rendre à Paris, c'est seulement dans la lettre confidentielle que vous pouvez le lire. Et enfin, c'est très important, la Banque malienne de développement... la Banque malienne de solidarité est en difficulté, 10 millions saisis sur un compte à Paris, 12 milliards à payer à un opérateur ivoirien. Est-ce que la Banque malienne de solidarité est en faillite ou va aller en faillite ou pas? Il faut acheter, il faut lire du moins la lettre confidentielle du Mali. Voilà. Et non, Macan, il faut le savoir. La lettre confidentielle du Mali. Macan, c'est Nouvelle Libération également, voilà, qui va paraître cette semaine. Premier thème de ce débat du dimanche, le dialogue politique inclusif, le triumvirat poursuit sa série de rencontres avec les personnalités clés du pays. Baba Akib Aïdara, Ousmane Issoufou Maïga et Aminata Draman Traoré étaient cette semaine à Dakar où ils ont rencontré l'ancien président Amadou Toumani Touré. Une rencontre empreinte à beaucoup de solennité en présence du directeur de cabinet de l'ancien président Seydou Sissouma qu'on voit également dans ces images. Nous écoutons ici Amadou Toumani Touré et Baba Akib Aïdara. Rien ne peut se faire sans la confiance. Rien ne peut se faire sans l'humilité. Et rien de durable ne peut se bâtir sans la vérité. Pour ce qui me concerne, je resterai disponible. Ils ont un travail pas facile, mais exaltant. Mais on a choisi une femme et des hommes d'expérience. En tout cas pour moi, je n'ai pas de doute qu'ils nous livreront de très bonnes conclusions. Nous avons évoqué les vertus du dialogue. Le dialogue en tant que valeur culturelle africaine. Nous avons aussi évoqué les vertus du consensus. Toute communauté qui comporte des intérêts un peu divergents se retrouve et que chacun faisant un effort, on puisse trouver des solutions aux problèmes auxquels on est confronté. Ce sont des compromis qui permettent d'aller de l'avant, ce ne sont pas des compromissions. Et le président a été sur ces deux plans-là à une expérience extrêmement précieuse dont nous avons bénéficié. Baba Akib Aïdara, Amadou Toumani Touré, des propos recueillis par nos confrères de la télévision nationale, le RTM. Makan Kone, Amadou Toumani Touré, l'ancien président qui rencontre le triumvirat. On a vu ensemble les images. C'est aussi cela, le Mali, on parvient toujours à se retrouver. Est-ce que vous pensez qu'une rencontre de ce type peut faire bouger les choses comme il le faut? Mais je crois bien. La semaine passée, on avait évoqué ici, moi j'avais parlé du fait qu'ils attendaient encore au niveau du triumvirat de rencontrer ATT et Alpha. Serge avait
révélé qu'effectivement ils ont vu Alpha. D'abord, je suis un peu... je n'ai pas compris pourquoi est-ce que ni au niveau du triumvirat, ni au niveau même d'Alpha, cette rencontre n'a pas été publique. Elle a eu lieu, il n'y a pas de peur. Mais moi, peut-être qu'on va comprendre plus tard si c'est à la demande d'Alpha ou à la demande du triumvirat. Mais je me dis qu'il faut que cette rencontre soit publique et comme celle-ci, qu'on sache un peu ce que les deux hommes sont dit, qu'Alpha aussi s'engage à aider ces processus. Maintenant, pour ce qui est de la rencontre avec ATT, je crois que c'est déjà une avancée. Il peut beaucoup aider même par rapport au terme de référence de ce dialogue et tout, en termes d'expérience. Et puis, n'oublions pas quand même qu'il est ressortissant de Mopti, et que Mopti, c'est une des zones, en tout cas aujourd'hui, qui pose beaucoup de problèmes par rapport à la paix et tout. Moi, c'est une rencontre à saluer. Et puis, maintenant, l'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'il est bien quand même que, au-delà de la rencontre de Dakar, qu'ATT se rapproche un peu plus du Mali, de Bamako, je veux dire. Oui. Maître Konaré, on a entendu Baba qui dire que le triumvirat va bénéficier de la sagesse, de l'expertise de ATT. Selon vous, elle peut être quoi cette expérience, cette expertise au service du triumvirat? Moi, je me réjouis que le triumvirat ait rencontré le président ATT. Pendant les 10 ans de ATT, il n'y eut aucune espèce de secousse au point de vue socio-économique ou institutionnel. Tout allait sur des roulettes, il n'y avait pas de crise, il n'y avait rien. Alors donc cela a été réussi parce que ATT était un adepte du consensus politique. Moi aussi, je suis un adepte de cette politique et je n'ai pas cessé de vous le dire depuis que j'ai commencé à parler sur ce plateau. Donc, si le président ATT pouvait enseigner au triumvirat la manière dont on peut atteindre le consensus, ce serait une très bonne chose. Mais maintenant, c'est-à-dire que les divergences d'intérêts entre les parties prenantes à ce dialogue politique sont telles que je ne voulais pas cacher, je ne crois pas à l'issue de ce dialogue. D'accord. Voilà, le divorce est total sur les objectifs et sur les thèmes. D'accord. Voilà. Et je ne crois pas que quand ce dialogue va adopter des résolutions importantes, comme par exemple la révision de l'accord de paix d'Alger, je ne crois pas que de telles résolutions puissent être mises en œuvre par le gouvernement. D'accord, c'est Daniel. Alors, il y a d'abord les images qu'il faut commenter. Le ATT a un peu vieilli, mais il tient la route mieux qu'Adam, en tout cas. Ça m'a frappé. L'autre chose, il a dit, il faut la confiance. Et je pense que c'était quelque chose de très important. Sans confiance, on peut pas aller de l'avant. Ça me semble également important. Mettons, pour parler du dialogue, on en parlera tout à l'heure, mais moi je veux dire que c'était vraiment une belle image que j'ai vue tout à l'heure. De voir des gens se déplacer pour aller le voir, mais je suis d'accord avec toi. ATT ne s'est pas rapproché du Mali physiquement. Tu dis qu'il n'est pas revenu depuis. Alors donc on peut se demander pourquoi. Est-ce qu'il n'a pas de maison? Est-ce qu'on peut lui trouver une maison? Est-ce qu'il est très prudent? Est-ce qu'il suit la situation de loin? Pourquoi il n'est pas rentré alors que sa place, de mon point de vue, est plutôt ici? Oui, Adam Thiam, sur cette rencontre à Dakar. Non, moi, je me réjouis qu'ils aient rencontré ATT, non pas parce qu'il est ancien président, parce qu'ils ont rencontré les gens du triumvirat, d'autres anciens présidents, mais parce que le triumvirat a fait l'effort d'aller à Dakar pour le rencontrer et que le président ATT a eu l'amabilité de les accueillir et puis de nous donner les propos qu'il vient de donner. Ceci dit, l'essentiel est ailleurs. L'essentiel n'est pas dans l'écoute des anciens présidents ou des anciens dignitaires, parce que ça c'est presque acquis. L'essentiel c'est de savoir organiser l'écoute du peuple et de recueillir effectivement dans ce dialogue dont le mode opératoire ne nous est toujours pas connu, d'organiser, de faire en sorte que la voix du peuple soit entendue. Oui, Magankouné, est-ce qu'on n'a pas l'impression que le triumvirat traîne un tout petit peu les pieds? La situation sociopolitique peut s'empirer. Plus tout cela va durer, plus la situation peut se dégrader.
sur le plan social, les syndicats, même politiques, est-ce que c'est pas mieux qu'ils aillent, ou bien vous pensez que c'est bon qu'ils prennent leur temps pour nous sortir quelque chose d'assez potable, d'assez pérenne? Ça, c'est mon point de vue. Moi, je crois que rien ne presse s'il s'agit de recherche de paix, de stabilité et tout pour le pays. Maintenant, il y a que, ils ne peuvent pas aller plus vite que ça, à mon avis. À moins de s'ils veulent bâcler, parce qu'on a vu ici une conférence d'entente nationale qui s'est tenue dans la précipitation, ça n'a rien donné. Moi, je crois que pour cette fois-ci, il faut qu'on prenne le temps de rencontrer tout le monde. Ce qu'on dit, on dit tout le temps, autour de ces tableaux, il faut aller vers les véritables acteurs. Il faut rencontrer, prendre le temps nécessaire et élaborer des très bons thèmes de référence que tout le monde partage. Là, c'est bon. Maintenant, le reste, les 2-3 jours, ça va juste mettre la forme et tout. Maintenant, autre chose que je voudrais ajouter pour terminer, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on laisse la tâche au triumvirat. Je crois que Serge a parlé tout de suite d'ATT qui n'est pas là, d'Alpha également, qui n'a pas publié, dont la rencontre n'a pas été publiée. Moi, je crois que le président de la République en personne, Ibeka lui-même, a un grand rôle à jouer à côté du triumvirat. C'est-à-dire que il a, entre guillemets, des petits soucis avec ces deux de ses prédécesseurs, à savoir Alpha et ATT. Ça, quoi qu'on dise, c'est la vérité. Et je crois qu'il doit, il doit crever cet aspect-là, et puis sortir véritablement de cette crise entre lui et ses deux prédécesseurs. Il y va vraiment du résultat même de cette conférence. Oui, parce que Maître Konaré, en mi-août déjà, on devait avoir au moins les dates ou une esquisse de termes de référence, mais jusque-là, rien. Vous n'avez pas l'impression, vous non plus, que ça traîne? Moi, je crois que ça traîne, d'autant plus qu'on s'approche, on est en train d'entamer largement le nouveau mandat accordé aux députés. Il va falloir qu'on discute de ça rapidement pour savoir s'il y aura une nouvelle prorogation de ce mandat. Il va falloir convoquer le maximum de personnes, et si on prend tout ce temps rien que pour aller voir les anciens présidents, combien de temps prendra-t-on pour rencontrer les différentes notabilités nationales et les différents groupes nationaux susceptibles d'être impliqués dans le dialogue? D'accord. Ils ont presque fini avec les rencontres. Ça traîne pour deux raisons de mon point de vue. La première raison, c'est que ce n'est pas la même mouture qui était arrêtée sous Boubéi, l'ancien Premier ministre. À l'époque, s'il n'y avait pas de triumvirat, d'après ce que j'ai compris, c'était deux anciens Premiers ministres, Agamani et Issoufou. Et puis, le problème, c'est qu'à l'époque, ils avaient une option où ils voulaient mettre de côté une partie de la classe politique qui n'était pas prête à partir, ce qui était une erreur de mon point de vue. Ça traîne également parce qu'on n'avait pas de terme de référence. Vous ne pouvez pas faire de terme de référence aujourd'hui, de mon point de vue, pour un dialogue national, aussi facilement que cela. Hier, Maître Moutagata l'a dit publiquement, il faut que les résolutions issues du dialogue national soient appliquées. C'est une sorte de conférence nationale souveraine qui ne dit pas son nom. Donc il y a tout ça qui compte. Mais ce qui est important aujourd'hui, de mon point de vue, c'est que j'ai le sentiment que le gouvernement ne veut pas précipiter un dialogue national pour aller aux élections, c'est-à-dire le référendum, les législatives, etc., parce qu'on sent que ce sera un dialogue refondateur plutôt de ce qu'on peut appeler la nation malienne. Donc il y a des difficultés, c'est sûr, le triumvirat seul ne pourra pas faire tout le boulot. Ibeka aurait peut-être dû recevoir ses prédécesseurs, je pense. Ça aurait facilité la tâche aux uns ou aux autres. Mais on va voir ce que ça va donner. Dans 2 semaines, de mon point de vue, ça va se dégager clairement. Oui, Aram Cham, que pensez du tempo, puisqu'on a l'impression que finalement le dialogue politique, sa tenue, c'est comme une espèce de clé de voûte. On a parlé des élections locales, le référendum et toutes les autres élections. Sans dialogue, difficilement on pourrait organiser ces scrutins-là. Que pensez-vous du tempo, la méthodologie jusque-là adoptée par le triumvirat? Alors, 2-3 choses. C'est que pour la méthodologie, on ne la connaît pas encore. Il y a eu plusieurs propositions de dialogue, plusieurs types de dialogue. Et il me semble que le schéma le plus abouti, c'est celui de Modibo Sidibé. D'ailleurs, pendant que je préparais l'émission, je suis tombé sur son discours d'investiture. En 2018, il était le premier à parler de dialogue national inclusif. Dialogue national inclusif dont les conclusions
serviront effectivement à la nécessaire refondation de l'État, disait-il. Et puis, je me souviens que pendant la transition, Dioncounda Traoré, interpellé sur la crise de 2012, mars 2012, avait dit que mars 2012 est peut-être plus une conséquence qu'une cause, et il faut donc une vraie introspection pour savoir juste ce qui nous a amené là, comment on s'en sort et où on doit aller. Et il a dit que ce n'est pas une transition de le faire, c'est un régime élu qui aura le temps effectivement de faire cette introspection. Et puis il y a eu les propositions du FSD, toujours sur le dialogue. Il y avait la proposition, Serge l'a dit tout à l'heure, du pouvoir lui-même, et que Soumaïla Boubèye devait piloter. Donc il y a un débat sur quel type vers quel type de dialogue il faut aller, et je crois qu'il faut sortir le dialogue de certaines dates pièges, de certaines échéances comme les échéances législatives, parce que c'est ça le mur, si j'ai bien compris. Et si on sortait effectivement le dialogue de ça, ça nous donnerait la possibilité de prendre un peu plus de temps pour voir en profondeur effectivement ce qui nous arrive comme État et comment collectivement on doit s'en sortir. Très rapidement, on aurait pu gagner très facilement à faire comme le Burkina. Au Burkina, il y a eu un dialogue. Pourquoi? Parce que vous avez ceux qui ont dirigé le dialogue, vous avez le chef de la majorité, le chef de l'opposition. L'affaire est d'abord politique. Et justement, pour prendre le pouvoir au Mali, la loi dit qu'il faut créer un parti politique pour prendre démocratiquement le pouvoir. Donc c'est eux qui animent la vie politique. C'est d'abord un problème politique. Vous avez quand même aujourd'hui, d'après ce que je constate, ce que je sens, au moins 3 partis qui sont contre le dialogue. Enfin, qui ne veulent pas aller comme ça à ce dialogue, sans terme de référence, sans objectif clair. Vous avez Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition parlementaire. Vous avez Cheikh Modibo Diarra, l'ancien Premier ministre, quelqu'un qui compte quand même. Et vous avez un autre qui compte, c'est Modibo Sidibé, qui dit « je ne vais pas aller au dialogue comme ça ». Ça aurait été plus simple de dire le chef de l'opposition, le chef de la majorité, vous dirigez le gouvernement. Bon, c'est pas nous qui décidons. C'est de trouver un système, et j'en aurais terminé, pour qu'il n'y ait pas l'impression qu'on va au dialogue national pour renforcer le pouvoir ou pour désosser le pouvoir, mais pour parler du Mali. Oui, pendant ce temps, Maître Konaré, le fossé s'agrandit en termes de représentativité des élus locaux. Une fois, beaucoup de Maliens se sont plaints par rapport à la prorogation du mandat des députés, mais des députés, il n'y a pas que ça, il y a également les élus communaux, les collectivités territoriales qui sont également en fin de mandat. Et en termes de représentativité, le fossé s'agrandit, il devient de moins en moins représentatif des populations. Ils ne le sont plus. En dehors du président de la République dont l'élection est récente, toutes les autres institutions élues ont perdu leur légitimité. C'est à coup d'acharnement thérapeutique qu'on est en train de les maintenir en vie, mais en vérité, ils ne répondent plus au mandat du peuple. Est-ce que la tenue de ces élections a forcément quelque chose à voir avec le dialogue politique? Nécessairement, faut-il attendre la fin du dialogue pour organiser ces élections-là? Non, le problème c'est que l'État ne peut pas tenir ces élections tant que l'accord de paix d'Alger n'aura pas été appliqué à un certain niveau. Et cet accord d'Alger demande une révision de la Constitution. Donc, le gouvernement ne peut pas tenir les élections régionales ni même les législatives sans passer par ce référendum constitutionnel. Voilà tout le problème. Et ce problème est lié au fait que l'opposition veut avoir des garanties avant d'approuver ce référendum constitutionnel. Et ce sont ces garanties-là que le pouvoir n'arrive pas à lui donner. C'est d'abord des garanties quant à la bonne tenue des futures élections, c'est aussi des garanties quant à la participation au partage du gâteau national. Dernière question. Ce gâteau n'est pas encore partagé. Adam Cham, dernière question là-dessus. Va-t-on vers une impasse? Si oui, comment s'en sortir par rapport au dilemme élection locale et tenue du dialogue politique? Alors, je ne sais pas si on va vers une impasse. Il faut voir. Je pense que, en tout cas, j'avais dit la semaine dernière qu'il semble que les termes de référence étaient prêts. Ils ne le sont pas du tout. On n'est même pas, on s'entend même pas sur comment procéder.
au niveau du dialogue, comment faire en sorte que la voix du peuple soit entendue. Est-ce qu'il faut se déplacer vers les communes, les cercles? Est-ce qu'il faut nommer des représentants de communes et des cercles pour venir au dialogue à Bamako? On ne sait pas. Donc on ne peut pas prédire son échec. On sait simplement que pour l'instant, même s'il y a des auditions et des auditions importantes, franchement, ça piétine un peu, d'autant que beaucoup de gens lient ce forum-là, enfin le dialogue politique aux échéances législatives. Mais ce n'est pas normal, à mon avis, qu'on les lit. Si on doit faire les législatives sans les nouvelles régions, il vaut mieux le faire, parce qu'on ne peut pas aller de report en report simplement parce que les nouvelles régions ne sont pas mises en place. Or, je ne pense pas que d'ici au mois de mai, ce sera le cas. Mais enfin, je crois que pour la révision constitutionnelle, mais il est évident que le pays va aller vers une révision constitutionnelle. Le président Konaré l'avait proposé, le président Amadou Toumani Touré l'avait proposé. C'est parce que après une trentaine d'années de démocratie, nous sentons effectivement qu'il y a des choses à reprendre. On aurait pu ne pas avoir l'accord d'Alger. Je pense que ça ne rendrait pas non moins pertinente la perspective d'une révision constitutionnelle. Oui, elle est pertinente, la révision, mais la question de l'article 118 peut-être se pose autant en 2017 qu'en 2019, non? Plus aujourd'hui qu'en 2019, parce qu'en 2017, on disait que c'était juste le nord un peu qui n'était pas une partie du nord et puis un peu le sud. L'article 118, l'article 118 dit que... Oui, il ne peut pas y avoir de référendum lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité territoriale du pays. Or, aujourd'hui, on sait que souvent même au-delà de Ségou, il n'y a pas d'État. Au-delà même tout près de Bamako, en allant vers Nara, il n'y a pas d'État. Moi, je crois que... Non, mais si, c'est la vérité. D'accord. Non, mais si on veut respecter la Constitution, il y a aujourd'hui, la situation se pose d'ailleurs, elle est plus cruciale aujourd'hui qu'en 2017. D'accord. C'est qu'il faut que les gens se mettent ensemble. Mais on a tenu les présidentielles. Ouais, de quelle manière? Oui, puisque l'article 118... de quelle façon? L'article 118 pas du référendum, de révision de la Constitution. Pas d'une autre mais même la présidentielle, je crois qu'il y a une partie de la Constitution qui dit que si on ne peut pas faire d'élection dans une partie du territoire, on ne peut pas faire de présidentielle. C'est pas comme les législatives. Deuxième thème de ce débat du dimanche. Deuxième thème du débat du dimanche. Oui, on va le faire un à un rapidement. Maître Konaré, 30 secondes, ensuite Adam, 30 secondes pour conclure. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que le débat sur l'article 118, d'un point de vue juridique, a été déjà vidé par la Cour constitutionnelle. Saisie de la question, elle a décidé de considérer qu'il n'y a pas d'atteinte à l'intégrité territoriale du Mali. En 2017. Mais c'est cet arrêt qui vaut toujours et qui va servir de base. La non-tenue du référendum. Non, c'est ça qui va servir de base pour la tenue du référendum. Que vous soyez d'accord ou pas. Okay. C'est ce que la Cour a décidé. À moins qu'elle ne fasse un revirement jurisprudentiel. Devant la même Cour, on ira chez elle pour demander est-ce qu'on peut faire un référendum parce que l'article 118 peut être visé. Et la Cour constitutionnelle pourrait dire non. Parce que en fait, c'est pas parce que tu ne peux pas aller à Tenenkou, tu ne peux pas aller à Kidal, que forcément l'intégrité territoriale est menacée. Mais non, mais c'est-à-dire, ça fait partie, ces territoires font partie du Mali. Oui, mais quelle est la légitimité d'un référendum? En attendant d'avoir un débat sur l'article 118, on va essayer de progresser. On va en débattre prochainement. Deuxième thème de ce débat du dimanche, on reste justement sur le registre politique. Faut-il rester toujours dans l'opposition? Niet Ante Abana,
pensent certains ténors de ce mouvement qui ont justement fait échouer le projet de révision constitutionnelle en 2017 après l'entrée au gouvernement de Tchébile Dramé, Amadou Thiam, Oumar Amadoun Diko, la saignée qui se poursuit au niveau de l'opposition avec une nomination, sinon des nominations très controversées cette semaine, celle de Kadidja Fofana comme chargé de mission au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Maître Konaré, beaucoup de Maliens pensent que c'est un non-événement. Est-ce que c'est votre point de vue aussi? Non, ce n'est pas un non-événement. Vous savez, nul n'a de vocation à rester dans l'opposition. L'opposition, c'est vraiment de la nivaquine quotidienne. Vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas à vous loger, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de marché, vous êtes traqué donc, par les services de sécurité. Alors, personne n'a envie d'y rester. Et c'est d'ailleurs le sens des discussions politiques. Quand on parle de consensus, quand on parle de partage du gâteau, c'est pour élargir la base du pouvoir par la cooptation de certains qui étaient dans l'opposition. Donc, à travers Tchébile Dramé, il y a un certain nombre d'anciens opposants qui sont en train de revenir dans le système de la majorité. Et cela fait l'affaire de la majorité parce que ça consolide ses vues. Vous avez bien vu que, contrairement à ce que vous prétendiez, Tchébile Dramé n'est pas contre le dialogue politique inclusif. Et au contraire, il ne peut rien dire contre ce que le pouvoir entend faire valoir au niveau de ce dialogue. Oui, à l'époque, vous aviez dit que le fait de figurer dans le gouvernement n'empêchait pas quelqu'un n'empêchait pas quelqu'un de faire prévaloir ses réserves. Je vous avais dit non, que la solidarité gouvernementale s'opposait à cela. Donc, il y a un élargissement continu. Il avait dit qu'un ministre ferme sa gueule ou il démissionne. Non, ça c'est après qu'il a compris. Sinon, au début, là, vous étiez contre moi. Alors donc, pour terminer, je dis qu'un opposant, tant qu'il a l'occasion, il va migrer vers le pouvoir. Parce qu'en Afrique, personne ne peut tenir dans l'opposition très longtemps. Non, je ne vais pas répondre directement à M. Konaré, parce que nos divergences sont connues. De point de convergence également. Mais moi, je pense qu'il faut laisser les gens faire quand même de la politique. Soit été, on a vu, il y a le consensus, tout le monde était au gouvernement. Si vous prenez des ministres par des cas particuliers, M. Thiam qui était au gouvernement, il était vice-président de l'Assemblée nationale, dans la majorité, il a décidé de partir dans l'opposition. Ça, c'est quand même courageux. Et il décide de revenir dans le gouvernement. C'est parfaitement son droit. Le problème, c'est la manière de faire la transhumance. Le problème, si c'était la dame dont vous parlez, que je ne connais pas malheureusement, dont j'ai entendu parler, elle était avec M. Tchébile Dramé au sein de l'opposition. L'impression qu'on peut avoir, M. Tchébile Dramé est parti, il débauche au sein de l'opposition. Moi, c'est ça qui me gêne. Sinon, que les gens partent à gauche ou à droite selon leurs intérêts, c'est la politique. C'est tout à fait la politique. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais parce qu'il faut avoir des convictions en politique. Vous avez vu la conséquence immédiate de cela. Il y a eu une sortie des activistes qui ont dit « Nous avons soutenu le gouvernement. Nous n'avons pas de poste. Ce sont les opposants d'hier qui rentrent au gouvernement aujourd'hui. » J'étais très étonné, je pensais qu'on était activiste parce qu'on avait des convictions, mais pas parce que, je ne parlerai jamais du gâteau comme vous, mais pas parce qu'on avait envie d'aller à Canossa. Oui. Est-ce que vous voyez? Est-ce que tout cela ne nous ramène pas à une dimension, la dimension de la politique pour le Malien, puisqu'il semble y avoir contradiction entre la politique politicienne et le Malien tel qu'il est, tel qu'il conçoit les choses. Le Malien, souvent, c'est la parole donnée. Une parole donnée, on ne revient jamais là-dessus. Alors, quand on voit les hommes politiques aller de droite à gauche, de gauche à droite, pour le Malien, souvent, il y a problème. C'est peut-être ça aussi. Absolument. D'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec M. Konaré qui pense qu'un opposant, c'est un chômeur. Il dit que quand on est opposant en Afrique, on n'a pas de travail. On a un boulot. On a un boulot. Un député, c'est une fonction. Ils travaillent, ils ont un salaire, il y a des opposants qui vivent très bien, qui vivent mieux, qui accèdent au pouvoir plus tard. Maintenant, je suis pour abonder dans le même sens que je soutiens entièrement les deux points du Serge. C'est-à-dire, c'est que ça nous donne un peu l'idée de ce qu'est la politique au Mali, en termes de conviction, en termes d'idéal et tout.
on n'a aucune conviction, on n'a aucun idéal, hein, même autour de cet Vous voyez, Maître Konaré qui semble soutenir qu'on ne peut pas rester dans l'opposition. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas d'opposition. Moi, c'est pourquoi j'ai soutenu le fait que Soumaïla Cissé n'a pas accepté d'aller à ce dialogue, à signer le document à la primature. Parce que s'il n'y a pas d'opposition, on ne peut plus parler de démocratie dans le pays. Mais l'autre problème qui va se poser, et à la majorité, c'est le point que Serge vient de souligner, c'est les jeunes activistes et tout qui aujourd'hui sont vent debout contre le pouvoir. Donc ça peut, moi je suis sûr que ça aurait des conséquences. C'est pourquoi le pouvoir, quand on conquiert le pouvoir, on l'assume. Il n'y a pas de gouvernement d'union nationale qui tienne, non. On a conquis le pouvoir, on a eu le pouvoir, on s'assume jusqu'au bout. Maintenant, ça ne veut pas aussi dire avoir des animosités vis-à-vis de l'opposition, non. C'est-à-dire qu'il faut avoir un gentleman agreement, j'emploie beaucoup les termes de Serge aujourd'hui, il faut avoir ce gentleman agreement-là entre opposition et majorité, mais il faut qu'il y ait une opposition, il faut qu'il y ait une majorité, il faut que les gens aient des convictions. Aujourd'hui, je suis dans l'opposition, c'est pour être dans les RPM, il y a 8 ans, 7 ans, ils faisaient quoi? Le parti existait à peine. Okay. Aujourd'hui, c'est le parti au pouvoir. Ok. Adam, sur cette actualité qui a enflammé les réseaux sociaux. Bon, honnêtement, moi, je ne commenterai pas le recrutement d'un chargé de mission, d'un conseiller ou des internautes. Je trouve qu'on a mieux à faire que ça. C'est maintenant important du mouvement. Oui, non, mais peu importe. Peu importe. Maintenant, oui, mais probablement. Maintenant, ce qui est important, c'est comment est-ce que cette opposition est venue au pouvoir. Il y a quand même un accord politique de gouvernance. Et tout est de savoir si l'URD était partie prenante à ce processus et quand est-ce qu'elle l'a quitté. Hein? Ça, c'est très important à savoir, mais vous vous souvenez bien, c'est Soumaïla lui-même qui parlait de dialogue politique inclusif. Et vous vous souvenez bien que le président Ibeka avait dit que c'est l'idée du dialogue politique inclusif qui a emporté son adhésion. C'est donc désavouant même le schéma de son propre bord politique. Maintenant, je pense effectivement que on est tellement dans la métaphore de la bouffe, donc gâteau, désossé, etc., que je me demande si oui, c'est la sorcellerie. Je me demande simplement si on n'est pas en train d'enlever à la politique, effectivement, un peu ces lettres de noblesse. Je suis d'accord, il y a beaucoup d'opportunisme, c'est beaucoup de politique du ventre, etc., mais la politique, c'est aussi pour essayer de donner à une nation le meilleur projet de société possible et d'essayer de l'exercer. Oui, je pense que ce qui fait qu'on critique les opposants qui sont allés au sein du gouvernement, je pense que c'est parce qu'ils étaient dans un bloc. Et quand on se disait si vraiment c'était un gouvernement d'union nationale, que tout le bloc serait allé au sein du gouvernement. Je pense que c'est cela. Sinon, il y a aussi des propos mémorables. Et des propos mémorables, comme vous l'avez dit. Je ne veux pas répéter un gouvernement de fait, etc. Lorsqu'on décide de rentrer dans un gouvernement de fait, on prend la décision, on prend une décision très importante, c'est de s'expliquer, si vous voulez. Donc, ils ne se sont pas expliqués. C'est-à-dire, signer un accord politique, oui, mais il y a quand même un itinéraire politique qu'ils ont. Ce sont de gros gabarits, ce sont des gens très importants qui ont animé la vie politique dans un pays à un moment important où on pensait que le régime allait même basculer, excusez-moi. Et lorsqu'ils prennent cette décision, il y a une explication de texte à avoir, sur Africable ou devant la presse. Cette explication de texte, nous ne l'avons pas. Mais moi, je ne condamne pas un opposant qui va au gouvernement ou quelqu'un du gouvernement qui va dans l'opposition. Chacun a son itinéraire politique. Il explique. Je suis en train d'expliquer. Ce que je veux dire, c'est que, parce que si on en parle, c'est que en Afrique, particulièrement au Mali, la politique, c'est un gagne-pain. Vous verrez bien que dans l'opinion générale, les hommes politiques ne sont pas appréciés parce qu'on les considère comme des gens qui refusent de travailler, qui veulent s'enrichir sur le dos du peuple via la politique. Quand on n'a rien à faire, on prend un sac, on met un récépissé de parti là-dedans et on participe au festin des grands. C'est ça la méthode. Maintenant, les migrations sont facilitées par le fait que l'opposition n'a pas souvent de perspective. C'est-à-dire que rien de bon
ne lui advient. Ça, c'est la vérité. Et Maga est en train de dire il faut, mais c'est pas ce qu'il y a. Il y a la dure réalité qu'un opposant n'a pas à manger. Et s'il n'a pas à manger et qu'un gâteau doit être partagé quelque part, il migre. Et quand il migre, c'est tout bénéfice pour lui. Ça, c'est sûr, on fait de la politique, de l'exercice de la politique, une profession. Moi, je crois qu'au préalable, en amont, il faut avoir une fonction, un boulot et faire de la politique à côté. Mais c'est ce qu'il faut. Il faut sortir de ça. On ne va pas être là. C'est vrai qu'on a aussi encouragé le fait que moi, si je veux être ministre, je crée un parti, je vais. Il faut arrêter. Il faut sortir. Mais il faut sortir de ça. Pour conclure ce chapitre. Il faut sortir. Caricature, Cheikh Omar. On parle de ceux qui sont sincères et parce que la cité doit être gérée et elle ne peut être gérée que par les politiques. Par les politiques. Alors, donc, oui, il y a des dérives, et il n'y a pas de doute, mais attention, on ne peut pas réduire tout le jeu politique simplement, à mon avis, à une partie simplement de un festin. Non, c'est la pratique majoritaire et l'opinion majoritaire. Oui, d'accord. Voilà. Mais vous avez trop parlé. Autre thème de ce débat du dimanche, je vous le disais à l'entame de l'émission, le Niger préoccupé par la situation, le statu quo à Kidal. Le président Mahamadou Issoufou l'a fait savoir lors d'une interview à Jeune Afrique. Je le cite, le statut actuel de Kidal est une menace pour le Niger. L'État malien doit impérativement y reprendre ses droits. Fin de citation. Maître Konaré, c'est un peu ce que vous C'est comme si j'étais président et que je devais parler. Issoufou ne fait que reprendre mes propos. Kidal, c'est une passoire. C'est le fief des terroristes, des narcotrafiquants, des séparatistes. La ville fait frontière avec tout le Sahel et tous les terroristes entrent et sortent par ces portes-là. La ville est confiée de surcroît à des gens qui pactisent avec les groupes terroristes internationaux. Donc c'est comme si vraiment la maison Mali était envahie de moustiques à travers la fenêtre Kidal ou la porte Kidal. Et nous, on se fatigue à aller combattre les terroristes au centre ou au sud. Ça ne sert à rien tant que il continue d'entrer par Kidal. Je crois que c'est ce que le président nigérien a voulu souligner. Il s'est d'ailleurs attiré une réplique de la SEMA. On va en parler. Makan, on a l'habitude de dire que le Niger, c'est une digue, le Nigeria, le Tchad, la Libye. Et aujourd'hui, que le président du Niger dise que la situation à Kidal est une menace pour le Niger, on doit prendre très très au sérieux cette affirmation. Oui, absolument. Et puis moi, ce qui m'étonne, c'est le silence assourdissant de nos autorités ici. C'est comme si elle-même était d'accord avec le président nigérien. C'est quand même d'autant plus grave que c'est un président d'une république sœur frontalière qui nous accuse d'être absents sur une partie de notre territoire et qui nous conseille de reprendre nos droits dans une ville qui est considérée comme nôtre. Moi, je crois que c'est tellement sérieux qu'on doit agir. Maintenant, mais ce que je ne comprends pas, moi, c'est l'explication géographique même du président du Niger, parce que je me demande, en fait, le Niger ne fait pas, disons, Kidal, non, je sais qu'il y a une petite zone où ils font frontière avec l'Algérie, voilà, les trois. Maintenant, je me dis, est-ce qu'il ne devrait pas aussi parler de Ménaka également? Parce que les terroristes vont difficilement passer par l'Algérie pour entrer à Kidal, parce que l'Algérie, ils sont quand même très très fermés. Moi, je me demande si les terroristes ne passent pas plutôt par Ménaka pour aller vers Kidal. Mais, anyway, comme disent les Anglais, quelle que soit la situation, je crois que c'est à l'État malien aujourd'hui de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas que le Niger. La Mauritanie, vous avez vu récemment, on n'a pas pu mettre d'accord deux tribus à Tombouctou. Il a fallu que ce soit les Mauritaniens qui viennent négocier ici pour nous. En fait, je crois que le président du Niger, il a dit ce que tous nos voisins pensent, qu'on ait le ventre mou de la lutte contre le terrorisme. Il y a une question d'abord que je vais poser, mais ce n'est pas la réponse. Peut-être que vous l'aurez plus. En 2013, est-ce que les Français, de mon point de vue, c'est une erreur de s'être rendu à Kidal sans l'armée malienne? Est-ce que les Français, les forces françaises à l'époque, c'était Serval, ont été à Kidal sans l'armée française
avec l'aval du gouvernement malien de l'époque? Je n'ai pas la réponse. Peut-être que si le jour où on aura cette réponse, on verra clairement les choses. Est-ce que le Mali de l'époque, le gouvernement malien de l'époque, a dit oui, partez sans notre armée? Ça, c'est un. Deuxièmement, aucun pays voisin du Mali ne peut accepter ce qui se passe à Kidal. Parce que si vous acceptez ce qui se passe à Kidal, c'est que vous acceptez que demain, il y ait une rébellion chez vous et qu'on contrôle une partie de votre territoire. Donc le discours du président nigérien est un discours d'un homme qui est soucieux de ce qui se passe dans son pays et de ce qui se passe ailleurs, mais de ce qui peut se passer aussi dans son pays par rapport à une situation dans un pays voisin. Donc il est dans son rôle, si vous voulez. Ça, c'est évident. D'accord. Aram Thiam, sur cette interview. Alors, moi, il y a des gens qui pensent que cette interview est une critique des autorités de Bamako. Ça ne l'est pas. Non, mais il lui a posé, le journaliste a posé à Mamadou Issoufou très explicitement la question, est-ce que c'est la responsabilité des autorités maliennes? Il dit non, pas du tout. Donc, en vérité, Mamadou Issoufou, sans les nommer, est en train de pointer la responsabilité de certaines des parties prenantes de Kidal. Ça peut être la France, ça peut être l'Algérie, ça peut être les deux. Et c'est pourquoi il demande effectivement que Kidal revienne très vite dans le giron de l'État malien. Mais Magan, toi, tu penses que Kidal a un faible impact sur la situation sécuritaire du Niger? Ce n'est peut-être pas le cas, hein, parce que même Ménaka, comme Mopti, tout part de Kidal. En vérité, Kidal est l'épicentre de la déstabilisation, pas seulement du Mali, mais de pays voisins comme le Sahel. Et c'est bien ce que le président nigérien est en train de déplorer. Donc Serge, oui, ils sont partis à Kidal, les Français en 2013. Et ça, c'est vraiment le problème de la stratégie française, c'est-à-dire cette stratégie différenciée de la reconquête du pays, effectivement, qui a posé problème. Le Premier ministre de l'époque, Django Sissoko, a donné une interview sur France 2 où il dit qu'un jour, il va falloir que les Français nous expliquent pourquoi ils ont fait ça. Je ne sais pas si tu as vu ça. Mais oui, ça s'est fait avec les autorités de Bamako. Mais n'oublions pas que peu de temps après, il y avait une présence malienne à Kidal, même s'il était timide. C'était 150 militaires, c'était un administrateur, et puis ça devait monter en puissance. Ce qui s'est passé après en 2014, c'est que tout cela a été remis en cause et de nouveaux rapports de force sont nés de cela. Mais je ne crois pas effectivement que le Mali soit le seul ventre mou de la sécurité. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Toute l'industrie des rapts, les négociateurs, les enleveurs, etc., ils sont partout. Ils sont au Mali, ils sont au Niger. Il y a même des Nigériens qui étaient dans la négociation. Tout ça, c'est beaucoup d'argent. Le Mali est quand même le seul pays où on trouve quand même un certain nombre de kilomètres carrés totalement abandonnés par l'État. C'est Kidal. Nulle part dans ces pays, on a une zone où on peut dire que l'État, une enclave. Ouais, enfin, c'est ça que je voulais dire. Moi, ce que je veux dire, c'est que le président, bon, il a parlé aussi de manière diplomatique, il ne peut pas dire attaquer directement ses homologues et tout. Il est obligé de dire non, et puis bon, mais faites attention. Et puis, c'est pas la première fois, il s'est passé quelque chose en 2013. Le même président a pris son avion de Niamey pour venir à Gao, sans les autorités maliennes. D'accord. Ce qui bloque aussi quand même, c'est qu'entre-temps, il y a eu des accords de paix d'Alger. Que moi j'ai posé la question de savoir si ces accords n'étaient pas caducs. Il a dit que c'est caduc. Alors ça pose un problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une légitimité des groupes rebelles à Kidal. J'aime pas le thème légitimité par rapport à groupes rebelles, mais ils ont signé des accords. Et les accords de paix d'Alger les autorisent à être là où ils sont, dans la position où ils sont aujourd'hui. Et c'est ça. Donc est-ce qu'il faut revoir l'accord de paix d'Alger? Et vous pourrez en parler. Donc voilà un peu la situation. Oui, Maître Konaré, peut-être un jour, il faudrait que les autorités maliennes nous expliquent. On a l'impression qu'elles s'accommodent de la situation à Kidal. On voit un pays comme le Niger plus tranchant sur Kidal. On voit les sorties de Mohamed Bazoum. Aujourd'hui, le président nigérien, ils sont plus vocaux que les autorités maliennes. Ou peut-être c'est une impression. Moi, je crois de plus en plus que
les autorités maliennes sont terrorisées par la communauté internationale. Sans terroriser, c'est pas un peu trop terroriser, je dis terroriser, au point de ne pouvoir placer un mot. Sinon, comment vous pouvez comprendre que tout ça arrive, il y a des célébrations annuelles d'indépendance et qu'on continue à loger les auteurs de cette célébration, c'est-à-dire de cette trahison nationale dans nos hôtels à Bamako? Comment peut-on ne pas condamner lorsqu'on est une autorité donc des individus qui s'accaparent d'une ville et qui refusent donc d'en déguerpir et de laisser les autorités maliennes venir dans cette ville. Et récemment, Ibeka a rompu avec ce silence. Il a accusé la SEMA de duplicité. C'est déjà un grand pas. Je crois qu'il devrait continuer sur cette lancée, dénoncer ce qui doit être dénoncé, pour finir par sortir de cet accord d'Alger qui va organiser la partition du pays. D'accord, on va y arriver, Serge Danel, avec ces sorties, ces dénonciations au plus haut sommet, que ce soit en provenance du Mali, du Niger, des pays voisins. Ça peut faire bouger les choses à chaque fois. Oui, là vous me piégez parce que je pensais que c'était Adam qui méritait plutôt la parole. Mais je pense que ça va pas rester comme ça. J'ai l'habitude de dire ici que, en termes de référence historique, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais eu la réunification d'un pays par le dialogue. Il y a eu deux cas. Soit par la force, c'était le cas du Vietnam, ou soit par l'effondrement, le mur de Berlin. Et de mon point de vue, la situation à Kidal va se gérer, va se régler de mon point de vue par la gouvernance. Ce ne sera ni l'effondrement, parce qu'on est très loin de l'effondrement, ni la guerre, parce que si vous avez une guerre, personne de mon point de vue ne peut remporter une guerre. Ce ne sera pas la gouvernance de mon point de vue. Oui, on a quelques minutes pour aborder cette affaire, ce scandale au départ de Bamako, à l'aéroport international Bamako-Sénou, une arme à feu qui a passé par l'aéroport, le salon d'honneur, l'interpellé qui a été présenté devant la justice française. Oui, Makankone, comme tout le monde, vous avez également suivi cette affaire. On a peut-être 5-10 minutes pour en parler brièvement. C'est exactement ce qu'on dit ici en termes de nous-mêmes, nous ne prenons pas au sérieux. C'est-à-dire, en termes de sécurité, quelle image nous donnons-nous à nos amis déjà au pays frontalier et puis à l'extérieur, tout le monde. Quand quelqu'un peut tranquillement, facilement, comme si de rien n'était, traverser tout le port, toute la sécurité d'un aéroport, rentrer dans un avion, aller jusqu'en France. Et que c'est tellement grave que moi, à mon avis, c'est que, comme les scandales précédents, c'est qu'on doit prendre des sanctions du ministère de la Sécurité, à commencer à l'aéroport, aux agents qui étaient là. C'est inconcevable, incompréhensible qu'on puisse, avec une arme à feu, traverser un simple passager. C'est une très mauvaise publicité pour le pays, Maître Konaré. Très mauvaise publicité, en effet, mais ça souligne toutes les négligences sécuritaires que le Mali subit. Savez-vous que depuis le début de cette crise, aucun poste de véritable contrôle à la sortie, aux différentes sorties de Bamako n'a été établi? Vous entrez à Bamako et vous en sortez sans être fouillé, sans être interrogé. Est-ce que cela est normal dans un pays en guerre? Alors, d'après mes informations, parce que je connais certains des protagonistes de cette affaire, les scanners ont bien montré la photo de l'arme. Mais les agents affectés à la surveillance n'ont pas pu analyser ces photos-là. Et ça leur a échappé. L'aéroport de Bamako est l'un des aéroports les plus sécurisés de la sous-région. Moi, je voyage beaucoup plus que vous. Et je sais ce qui se passe un peu. Excusez-moi, je vous titille. Non, mais c'est vrai. Donc, on ne peut pas dire que c'est une passoire. Les gens font le job à l'aéroport de Bamako. Mais ce qui est arrivé est simple. C'est-à-dire, vous avez l'épouse d'un ex-diplomate qui passe par le salon d'honneur avec son épouse, qui donc met son trolley, comme vous avez dit tout à l'heure. On a bien vu l'arme. Le problème, c'est que l'agent, c'est sa responsabilité, à un moment, il s'est levé pour saluer le diplomate. Et donc, entre-temps, c'est passé. C'est une faute professionnelle. Il est arrêté, donc
ne disons pas qu'il n'y a pas de sanctions, c'est 45 jours, et après, je pense qu'il va avoir chaud. C'est grave. On ne va pas s'arrêter à lui. Donc, je suis d'accord. C'est là où le problème, le bas blesse. C'est grave ce qui s'est passé. Parce que quand même, vous avez eu un pistolet, des munitions, à l'aéroport. Dans l'avion, des centaines de personnes. Il faut renforcer la sécurité. C'est ce qui est en train de se faire. Ça ne doit pas se passer, mais ça s'est passé, c'est dommage. Adam Cham, un dernier mot là-dessus. Non, mais c'est triste. En fait, mais moi, je ne suis pas très étonné. Je ne jette pas la pierre aux seules forces de sécurité ou au personnel de l'aéroport. Il y a un niveau de délabrement général. Ça peut se passer n'importe où. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe à longueur de journée dans nos hôpitaux, dans nos écoles, presque partout au niveau du pays. Et donc, il ne peut pas y avoir un seul membre sain dans un corps gangréné. Et je pense que ce qui s'est passé à l'aéroport, comme ce qui se passe à l'hôpital Gabriel Touré, comme ce qui se passe à l'école, indique simplement que le temps est venu de se réveiller. Sinon, ce pays va s'effondrer de nouveau. Ouais, peut-être qu'il faut aborder tout ça dans le dialogue politique. Oui, c'est pourquoi il faut prendre le temps qu'il faut, comme on vient de dire, pour qu'on ait vraiment un véritable dialogue et que les gens acceptent de se parler, quelles que soient les conséquences. Parce qu'il ne faut pas s'inquiéter pour qu'est-ce que les conclusions vont donner, est-ce que ça sera souverain ou pas et tout. C'est du pays qu'il s'agit. Acceptons de nous asseoir et discuter. Le dialogue, par exemple, on est dans un tournant. On est dans un tournant. Le dialogue, par exemple, je ne vois aucun opposant, aucun homme politique, de la majorité de l'opposition de la société civile, dire il faut que le président démissionne, le président de l'armée démissionne. C'est pas ça le débat. Le président est élu pour 5 ans. Mais il faut pas mettre un corset à la République pour sortir. Moi, j'aime bien dire que nous sommes sur la margelle du puits encore, mais parce que le dialogue, ça doit aussi s'occuper de cela. Oui, Maître Konaré, ça, en lieu et place des états généraux de la police, de la santé, de la décentralisation, puisqu'il y en a déjà eu, il faut peut-être mettre tout cela en symbiose au cours d'un forum de ce type-là. L'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est de parler de tout et pas seulement de sécurité. Parce que la sécurité est multidimensionnelle. Et quiconque parle de sécurité parle aussi des litiges fonciers qui sont de nature à braquer les communautés les unes contre les autres. Donc, il s'agit de parler de tout. C'est ça l'idéal. Mais est-ce qu'on aura l'occasion de parler de tout? Est-ce qu'on aura la possibilité de mettre en œuvre toutes les résolutions qui seront issues du dialogue? Est-ce qu'après le dialogue, la crise ne repartira pas de plus belle? Voilà les interrogations qu'il faut se poser. Et mon pessimisme est très grand par rapport à cela. Oui, puis Adam, on a l'impression que le pays a besoin d'une autre gouvernance dans tous ces domaines-là, gouvernance hospitalière, gouvernance au niveau de la sécurité et dans bien de domaines, le laxisme auquel on vient d'assister au niveau de l'aéroport de Sénou. Le Mali semble être à un tournant, on a l'impression, trop de laxisme dans beaucoup de cas. Et c'est franchement, ça me paraît être un des talons d'Achille du mouvement, enfin du processus, enfin de la démocratie malienne depuis 92, où on dit effectivement que l'autorité de l'État est mise à mal. Mais peut-être que ce n'est pas l'autorité de l'État qui est mise à mal, c'est un État qui n'a pas de crédibilité et qui ne peut donc pas avoir d'autorité. Et c'est ça qu'il faut renverser. Ceci dit, le dialogue national inclusif ne peut pas être l'arche de Noé, tu ne peux pas tout mettre là-dedans. Il y a eu énormément d'assises. Il y a eu déjà les conclusions du Forum politique de 97. Il y a eu les recommandations du CARI sous ATT. Il y a eu les recommandations du Forum contre la corruption sur l'école, les états généraux de la décentralisation, les assises du Nord. Tout ça, c'est des moments très importants du processus d'évolution de notre pays. Il faut simplement faire en sorte que ces décisions soient appliquées. Mais maintenant, c'est bien, le Forum le dialogue national peut nous donner l'occasion de revenir rapidement sur tout ça. Et rappeler aussi que le leadership compte beaucoup dans tout cela. Ce sera le mot. Je ne vais absolument rien dire. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche. Nos invités étaient Adam Cham, journaliste, éditorialiste, Makan Kone, directeur de publication de Nouvelles Libérations, Maître Chekmar Konaré, avocat, Serge Daniel, journaliste écrivain. 21h, politique, le débat
avec Robert Dissa. Nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah, pour un autre débat. Merci.